Là, bonjour à toutes et tous d'abord. Je pense que c'est plus ou moins les mêmes personnes que tout à l'heure. Donc la présentation que je vais vous adresser maintenant, je l'ai préparée avec mon collègue Nicolas Voisard de la Haute École pédagogique de Berne, Jura, Neuchâtel, et elle s'intitule Étudier les épistémologies pratiques des chercheurs et des enseignants pour mieux comprendre les obstacles à la reproductibilité des ingénieries didactiques en éducation physique. Alors, ça ne veut pas. Voilà. Alors, cette communication s'inscrit dans le cadre d'un programme subventionné par Swiss Universities, qui est l'instance qui chapeaute les universités suisses, et qui porte sur le développement des compétences scientifiques en didactique des disciplines. Ce programme a subventionné un centre de compétences roman de didactique disciplinaire dont une des missions a été de soutenir la qualification académique du personnel enseignant des institutions de formation d'enseignants dans le domaine de la didactique disciplinaire et de contribuer au développement de la qualité de leur formation, dans la mesure où il y a un contexte assez particulier en Suisse romande, où dans les hautes écoles, les formateurs ont souvent peu de temps dédié à la recherche, et donc l'idée, c'était d'accroître ce temps et cette expérience de recherche. Pour la discipline éducation physique, un groupe s'est constitué pour élaborer un projet visant à accompagner les enseignants dans l'enseignement et l'évaluation de compétences selon les prescriptions du plan d'études roman dont Johan Buick a déjà parlé tout à l'heure. Pour ce faire, ce groupe restreint constitué de chercheurs et de formateurs, mais dont certains sont également enseignants à l'école secondaire en général, a développé une ingénierie didactique pour le développement et la formation, une ingénierie de deuxième génération, qui a consisté, dans le cas présent, à réaliser des analyses préalables, puis à concevoir des formes de pratiques scolaires en demi-fond et en réaliser l'analyse a priori. Le choix du demi-fond s'est fait parce que c'est une discipline qui est souvent difficile à enseigner, où il y a des a priori sur la motivation des élèves à courir, etc. Je prends ici l'exemple pour le cycle 2, donc des élèves de fin de scolarité primaire, 8 à 12 ans. La pratique sociale de référence, c'est le cross-country, et donc vous avez un parcours qui a été aménagé avec des cônes qui balisent le parcours tous les 25 mètres et un certain nombre d'obstacles à franchir, que ce soit des tapis ou des bancs pour symboliser les différences de dénivelé, etc., propres au cross-country. Vous avez des élèves observateurs qui, à chaque fois que leur camarade franchit un cône, vont entourer ce cône franchi pendant une période d'1 minute 30. Après 1 minute 30, l'enseignant donne un signal et le comptage se fait dans la colonne suivante. Ça permet à la fois d'évaluer la régularité de la course de l'élève qui court, et vous voyez les zones jaunes et vertes qui permettent de caractériser également la vitesse à laquelle la course est parcourue, puisque chaque cône franchi représente une vitesse d'1 km/h. Un certain nombre d'enjeux d'apprentissage, qu'on pourrait aussi qualifier de contenu d'enseignement, ont été définis par rapport à cette forme de pratique scolaire par le groupe restreint qu'il a conçu. Le premier enjeu consiste à choisir une vitesse de départ adaptée pour courir sans interruption et si possible sans changement d'allure. Le deuxième, adapter sa respiration pour courir sans interruption. Le troisième, construire des appuis dynamiques pour courir de manière économique et améliorer ses performances, donc davantage de l'école de course là. Quatrième, enchaîner convenablement course, franchissement d'obstacles pour minimiser la perte de temps, donc un enjeu spécifique à ça va toujours là, je vois la conversation mais j'arrive pas à les lire. C'est Juste, il bon? faut que tu mettes ta webcam, c'est plus gai de te voir, mais c'est comme tu veux. Ah mince, ouais, attends. Ouais, voilà, vas-y. Attends, il faut que je la mette. Voilà, c'est bon? Voilà, vous me voyez. Merci. Donc j'en étais au 4. Hein. Donc un enjeu spécifique au cross-country. Ensuite, l'enjeu 5, établir des relations entre des vitesses de course, des distances, des franchissements d'obstacles, sa fréquence cardiaque, son essoufflement,
pour choisir une vitesse de course adaptée à ses possibilités. Donc, un enjeu visant à faire construire quelque part les contenus par les élèves dans une logique constructiviste. Et finalement, le 6e enjeu, respecter le règlement de course pour courir en toute sécurité. Alors, j'étais un peu vite là. Donc, dans un deuxième temps, le projet, la forme de pratique scolaire a été expérimenté par un groupe élargi constitué d'enseignants généralistes et spécialistes d'éducation physique. Il s'agissait pour ce groupe d'expérimenter les formes de pratique en tant que situation d'évaluation diagnostique et situation d'évaluation finale certificative dans les cantons où c'était le cas ou formative dans les cantons où il n'y a pas d'évaluation certificative, et puis de concevoir toute une série de situations d'apprentissage pour viser les enjeux d'apprentissage qui avaient été définis. Alors, on le sait, la littérature le montre, la transmission des produits de l'ingénierie didactique à des enseignants qui n'ont pas participé à son élaboration rencontre un certain nombre d'obstacles et c'est l'enjeu de cette présentation. Au niveau du cadre théorique, Antoine a déjà pas mal dégrossi les choses, donc je vais gagner un petit peu de temps par rapport à ça. Un parti pris théorique et méthodologique consistant à penser l'étude de la transposition didactique comme un phénomène qui doit être reconstruit par les chercheurs à partir d'une analyse ascendante qui prend source dans les pratiques conjointes des enseignants et des élèves. Antoine a fait référence à l'action conjointe en didactique, on est sur le même cadre. Considérer les savoirs des enseignants non pas comme des attributs de l'acteur, mais comme des rapports façonnés dans les différents contextes de pratique et en lien avec l'histoire institutionnelle de chaque acteur. Et puis l'idée également que les savoirs se donnent à voir dans des raisonnements pratiques lorsque l'enseignant construit la séquence, en conduit le déroulement et commente son intervention. Et donc la question se pose de comment accéder à l'épistémologie pratique. Alors, cette notion d'épistémologie pratique, Antoine a situé son origine dans les travaux de Brousseau, avec la notion d'épistémologie du professeur qui est convoquée pour expliquer les difficultés de reproductibilité des ingénieries didactiques. Sansevy a ajouté la notion pratique pour qualifier le fait qu'elle est produite en grande partie par la pratique, dans la confrontation à la pratique et aux habitudes de perception et d'action qui sont cristallisées dans les tâches au moyen desquelles l'enseignant enseigne. Et puis plus récemment, Amadesco a fait le lien avec l'approche pragmatiste suédoise et la notion de Practical Epistemologies Analysis, qui rencontre des façons habituelles avec lesquelles élèves et enseignants font face à ce qui advient dans la classe et les conséquences que ces façons de faire ont sur l'apprentissage. Troisième élément de ce cadrage théorique, l'accès proprement dit à l'épistémologie pratique. Et en suivant Amadesco, nous retenons l'idée d'un protocole méthodologique qui combine des entretiens et des observations in situ et qui consiste à croiser deux types d'analyses. Une première analyse qui s'intéresse au savoir en jeu dans les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage et à leur évolution au fil des interactions à partir de descriptions produites par les chercheurs, donc un point de vue extrinsèque, qui est couplé à un point de vue intrinsèque consistant à prendre en considération le point de vue des enseignants relativement à leur action didactique. Et puis Amadesco pointe l'intérêt, voire la nécessité d'une prise en compte symétrique des épistémologies pratiques de l'enseignant et des élèves en ce qu'elles participent de l'intelligibilité de l'action didactique conjointe. Par analogie, dans le cas qui nous occupe, celui d'une ingénierie didactique, nous considérons qu'il peut être utile, voire nécessaire, d'étudier symétriquement les épistémologies pratiques des chercheurs formateurs, donc le groupe restreint, et des enseignants, le groupe élargi, pour mieux comprendre les obstacles rencontrés lors de l'expérimentation des formes de pratique scolaire avec le groupe élargi. Au niveau de la population ayant participé à cette recherche, au niveau des enseignants, ils proviennent de 3 cantons. Le canton de Genève, où la majorité de l'enseignement de l'éducation physique à l'école primaire est pris en charge par des spécialistes. Nous avons 3 enseignants là, Sarah, Yann et Georges. Au niveau du canton du Jura et de Fribourg, ce sont des généralistes, Sylvie, Cécile, Marion et Nadine. Dans la colonne de droite, vous avez les cycles
en général constitué de 6 leçons, et en couleur, vous avez les leçons qui ont été filmées par nous. Une exception, Nadine, ce sont des séances de 45 minutes, alors que chez les autres sujets, ce sont des séances de 2 périodes consécutives, donc 90 minutes. Et nous allons plus spécifiquement nous focaliser sur Georges, Genève et Sylvie Jura. Au niveau des chercheurs maintenant, voici les institutions à gauche qui participent au projet, donc la HEP Béjune, l'Université de Genève, l'Université de Fribourg, la HEP Fribourg et la HEP Valais. Vous voyez que les fonctions des participants, professeurs, formateurs, sont différentes. Et puis, l'expérience en matière de recherche, comme je le soulignais en introduction, est différente chez ces différents partenaires de la recherche. Et de la même façon, nous allons nous centrer plus spécifiquement sur une chargée d'enseignement bénéficiaire de peu d'expérience en matière de recherche et un professeur plus expérimenté en matière de recherche. Au niveau de la méthodologie pour recueillir le point de vue extrinsèque, les chercheurs ont réalisé une analyse a priori des situations d'apprentissage conçues par les enseignants. Ils ont réalisé une analyse de l'action conjointe enseignant-élève dans l'idée d'identifier si les enjeux d'apprentissage qui avaient été assignés à la forme de pratique scolaire par le groupe restreint étaient ou non pris en charge par le groupe élargi. C'est passé par un synopsis qui listait les différents enjeux sur la droite et les chercheurs étaient invités à les coder selon qu'ils étaient absents, selon qu'ils étaient potentiels, c'est-à-dire que c'était un enjeu possible de la tâche identifiée à partir d'une analyse a priori de celle-ci, ou alors l'enjeu était véritablement travaillé, c'est-à-dire que là, il y avait des liens explicites qui étaient réalisés durant la leçon par l'enseignant, par exemple lors de la définition de la tâche, de la régulation de l'activité des élèves, etc. Le point de vue intrinsèque a été recueilli à travers une analyse du discours des enseignants et des chercheurs sur l'action didactique à partir de 2 sources différentes, des entretiens d'autoconfrontation qui ont été réalisés à partir des enregistrements vidéo des 2 premières leçons filmées, et puis des entretiens post à l'issue de l'expérimentation. Vous avez ici les résultats du codage des synopsis sur l'ensemble des participants, c'est-à-dire les 7 enseignants. Le code couleur, en vert, vous voyez les enjeux qui sont travaillés, en jaune, les enjeux qui sont potentiels, et en orange, les enjeux qui sont absents. Un total de 112 tâches a été observé sur les 7 enseignants, et 62 tâches ont été analysées parce qu'elles étaient véritablement en lien avec la course de demi-fond. Et puis maintenant, on va contraster les 2 sujets que nous avons plus spécifiquement retenus pour cette étude. Georges, spécialiste à Genève, a enseigné 12 tâches sur l'ensemble des 4 leçons observées, dont 6 ont été analysées pour leur proximité avec la course de demi-fond. Vous voyez qu'il y a 3 enjeux là qui sont travaillés, le reste étant soit potentiel, soit absent. Et puis d'un autre côté, Sylvie, qui a enseigné un nombre considérable de tâches sur ces 4 leçons, 27, dont 23 ont été analysées parce qu'elles étaient jugées en lien avec la pratique sociale de référence. Et là, il n'y a aucun enjeu qui sont travaillés, la majorité étant absent et certains étant potentiels. Si on s'intéresse maintenant au discours de ces enseignants, s'agissant de leur rapport à l'activité course de demi-fond, du côté de Georges, alors moi je suis très mauvais dans cette activité-là, mais grâce à mon ami X et les cours que j'ai suivis à l'Institut universitaire de formation des enseignants, j'avais les outils pour enseigner cet APSA. Et à l'inverse, Sylvie, alors j'aime pas trop l'endurance et j'ai vraiment pas beaucoup de connaissances là-dedans. Et puis des interrogations qui sont relativement partagées quant à la durée possible d'un cycle consacré à cet APSA, avec quand même quelques nuances. Chez Georges, parce qu'à l'école primaire, quand même, faire 6 leçons de suite sur l'endurance, c'est coton. Je ne ferai pas comme au secondaire 1, des cycles de 12 à 14 semaines. Moi, je reste sur 5-6, mais je planifierai sur 2 ans. Donc, il y a quand même une volonté de planifier des contenus sur 2 années consécutives. Et puis, du côté de Sylvie, comment on fait 4 leçons que de course? Est-ce qu'on peut faire 4 leçons de course d'endurance pure, quoi? Est-ce que c'est intéressant? Donc, une véritable interrogation sur comment motiver les élèves au-delà de 4 leçons.
Sur les aspects maintenant de la technique de course, au niveau de Georges, on peut leur donner des conseils, mais de là à modifier la qualité de leur foulée en 6 séances, ça me semble pas un enjeu majeur. C'est pas mon rôle et il fait le lien avec la pratique en club où là, ce serait davantage le rôle de travailler la technique. Et puis pour Sylvie, au niveau de la technique, je pense que là, j'ai pas apporté assez de choses pour les faire progresser, mais comme j'en connais pas, de toute façon, c'est un peu compliqué. Et puis toujours sur cette question technique, Georges, donc là oui, pour la partie technique sur laquelle je ne m'étais vraiment pas focalisé, je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'en faire un petit peu. Et du côté de Sylvie, je me suis rendu compte que ça progressait aussi dans la technique de course, mais c'était pas voulu au départ, si tu veux, donc c'était un peu un coup de bol. Donc elle est très consciente qu'elle n'a pas les outils pour enseigner la technique, qu'elle n'a pas enseigné la technique, mais pourtant elle a quand même constaté une évolution chez ses élèves. Si on s'intéresse maintenant au point de vue et au discours des chercheurs, on constate que le chercheur qui a accompagné Georges dans cette expérimentation avait sélectionné 24 extraits vidéo pour l'entretien d'autoconfrontation, tandis que la chercheuse qui s'était occupée de Sylvie en avait sélectionné 5. On constate aussi une différence de posture dans la façon dont les entretiens d'autoconfrontation étaient menés. Du côté du chercheur qui a suivi Georges, il s'agissait plutôt de provoquer des conflits intrapsychiques, de le mettre face à un certain nombre de contradictions, par exemple, alors que du côté de Sylvie, la chercheuse cherchait plus précisément à faire expliciter Sylvie, ses intentions, ses façons de faire, etc. Et du coup, on constate des effets déclarés un petit peu différents chez les enseignants. Du côté de Georges, suite à l'entretien d'autoconfrontation, oui, je me suis dit que j'avais un petit peu trop focalisé, mis un focus trop important sur courir longtemps et j'avais un peu mis de côté les aspects techniques de course à pied. Tandis que du côté de Sylvie, alors je te dirais, j'ai gardé mes thèmes que je voulais faire, je les ai peut-être un petit peu affinés. Si on discute quelque peu ces résultats, on constate d'abord qu'il y a des enjeux qui sont peu, voire pas travaillés par la majorité des enseignants. Premier enjeu, c'est celui consistant à adapter sa respiration pour courir sans interruption. On l'a retrouvé seulement dans 4 tâches sur les 62 analysées. Et on peut faire l'hypothèse que c'est un enjeu qui a été jugé secondaire ou qui a été difficile à travailler. L'enjeu consistant à construire des appuis dynamiques pour courir de manière économique et améliorer ses performances, donc ce travail de technique de course a aussi été peu observé. Et là, on constate à travers le discours des enseignants qu'il y a un manque de connaissances, qu'il y a des doutes sur le potentiel de transformation des élèves sur 6 leçons, et puis des enjeux davantage liés aux traditions d'enseignement et aux finalités associées à l'éducation physique, discipline visant le plaisir et la découverte, ce qui s'opposerait à un travail de la technique de course qui peut être jugé un peu rigoureux, un peu fastidieux, un peu ennuyant. Et puis cet enjeu de nature constructiviste visant à faire établir par l'élève des relations entre différents paramètres, observé dans 2 tâches sur les 62 analysées, et ça renvoie à des constats qu'on a déjà fait par ailleurs et qu'on a publiés dans certaines recherches, d'une difficulté récurrente des enseignants à s'appuyer sur les résultats des observations entre pairs pour dévoluer aux élèves la construction de règles d'action. On a également observé un certain nombre de phénomènes, le phénomène de magie de la tâche chez 3 généralistes, comme s'il suffisait de placer les élèves dans des situations pour qu'ils apprennent, et qui se caractérise par peu de régulation, on laisse faire le milieu. Un phénomène de zapping, dont Sylvie, que nous avons analysé, avec énormément de tâches qui sont proposées, avec peu de liens l'une avec l'autre, et puis une proportion élevée de tâches sans enjeu d'apprentissage en demi-fond, chez quasiment tout le monde, sauf chez 2 généralistes. Et là aussi, dans le discours, on voit soit un manque de connaissances, soit une crainte de lasser les élèves, soit des différences en termes de tradition d'enseignement, certaines étant plus orientées vers la santé, d'autres vers la citoyenneté, etc. Et puis chez les chercheurs, un phénomène, parmi les phénomènes observés, une visée plus ou moins transformative de la conduite des entretiens d'autoconfrontation avec les enseignantes, une centration plus ou moins marquée sur les aspects didactiques, les enjeux d'apprentissage,
qu'on peut associer à des différences en termes d'expérience de recherche, de connaissances en didactique et également de tradition d'enseignement, comme déjà précisé. Pour conclure et pour ouvrir un certain nombre de perspectives, les épistémologies pratiques des chercheurs, des formateurs et des enseignants peuvent effectivement constituer des obstacles à la reproductibilité des ingénieries didactiques en éducation physique. Se pose donc la question de la transformation de ces épistémologies pratiques, des moyens pour y arriver. Alors, une des pistes qui a été empruntée par un certain nombre de collègues qui ont mené des ingénieries didactiques coopératives ou collaboratives consistant à associer les enseignants du groupe élargi aux analyses préalables, à la conception et à l'analyse a priori des formes de pratiques scolaires. C'est assez coûteux en termes de temps, de moyens financiers et ça ne permet pas véritablement de toucher une population d'enseignants très large, mais c'est efficace. Ou alors, assurer de la formation continue sur les enjeux d'apprentissage des activités physiques, sportives et artistiques et sur les techniques didactiques pour les enseignants ou les techniques d'entretien pour les chercheurs et les formateurs qui permettraient de susciter des conflits intrapsychiques chez les apprenants. Donc voilà toute une série de pistes à envisager pour transformer ces épistémologies pratiques telles que nous avons pu les observer dans notre recherche. Je vous remercie de votre attention.